Bonjour, bonsoir plutôt. Nous sommes le samedi soir, il est 20h et quelques. Je viens d'écouter sur Radio Orient, une radio qui est vouée à la communauté arabo-musulmane ou maghrébine, je ne sais pas, des propos, notamment sur la fameuse affaire de la déchéance de nationalité en cas de double nationalité et d'accusation de terrorisme, etc. Alors, qu'est-ce que je pense de cette mesure qui va être constitutionnelle en fait, hein? Je pense qu'il faut aborder cette question avec une certaine subtilité et avec un certain nombre de nuances. Bon, moi, ce qui me choque, je dois reconnaître, c'est d'entendre des gens dire voilà, j'ai obtenu la nationalité française et on n'a pas le droit de me l'enlever, enfin bon, des choses comme ça, ou de laisser entendre qu'on pourrait me l'enlever, ou de laisser entendre que je suis un citoyen de seconde zone, etc. etc. Nous sommes dans l'égalité, n'est-ce pas, nous sommes tous égaux, et donc voilà. Alors, ce genre de propos me paraît tout à fait excessif et malvenu jusqu'à un certain point. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de réagir. Mais c'est souvent quand on est attaqué dans ses droits, ou dans ce qu'on pense être ses droits, que l'on risque de déraper. J'ai développé il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un nouveau modèle pour rendre compte de ce que j'appelle le phénomène de gravitation, le phénomène d'attirance d'un groupe vers un autre groupe, pour un autre groupe. C'est un phénomène qui est attesté tout au long de l'histoire, notamment en ce qui concerne les chrétiens, qui ont une forme d'attirance, de fascination, d'obsession pour les juifs. Et d'une certaine façon, ces personnes qui parlaient sur Radio Orient laissaient entendre qu'ils avaient une forme d'amour pour les valeurs françaises, voyez-vous. Ils voulaient partager ces valeurs. Moi, je suis désolé, je vois un parallèle. Cela dit, cet amour, comme vous dites, est-ce qu'il donne des droits, cet amour? Est-ce que le fait que la France soit fantasmée, soit idéalisée, est-ce que le fait que le peuple juif, le peuple hébreu plutôt, euh, soit mis sur un piédestal quelque part, soit confirmé comme étant le peuple de Dieu, le peuple choisi et élu par Dieu? Est-ce que tout cela donne des droits à ceux qui veulent participer à cette affaire, à cette aventure? Oui et non. Alors, bien évidemment, je développais aussi, il y a déjà plus de temps, la dialectique entre émetteur et récepteur. Le récepteur, on ne peut pas empêcher un récepteur d'instrumentaliser un émetteur. On ne peut pas empêcher des gens de croire que les astres ont une action sur eux, même si les astres n'ont rien à faire. Donc, cette espèce de phénomène de fascination du récepteur par rapport à un émetteur ou un prétendu émetteur, parce que le lien entre l'émetteur et le récepteur, il tient à quoi? Il est fondé sur quoi? Bon. Il est fondé sur un lien que l'on veut poser, que l'on veut instaurer. Mais il n'a pas de valeur en soi. Il est respectable, il a une certaine réalité sociologique, mais est-ce qu'il peut s'imposer à l'émetteur? C'est la grande question. Quand je dis émetteur, j'entends ça au sens newtonien, c'est-à-dire celui qui est porteur d'une force gravitationnelle. Une force gravitationnelle, donc il est émetteur, mais il émet une énergie qui va, euh, recevoir par certains côtés, puisqu'il va capter des corps, capter des entités. Donc, il émet,
il émet et il attire, il séduit. C'est la loi d'attraction, la loi d'amour. Mais, néanmoins, et c'est ce point que je voudrais mettre en avant maintenant, néanmoins, celui qui aime une entité X ou Y, ou le groupe qui aime une entité X ou Y, est-ce qu'il est identique à cette entité? Qu'il ait le droit de se référer à elle, c'est une chose. Mais qu'il affirme qu'il est de même nature que cette entité, c'est hallucinant. Et à mon avis, c'est ce dérapage-là que l'on observe. Donc finalement, curieusement, cette affaire de la déchéance va conduire certaines populations à adopter des positions radicales qui vont faire problème, quelque part, et qui risquent de les desservir par leur extrémisme, quelque part. Les chrétiens ont le droit d'adorer le peuple hébreu, d'adorer son histoire, de la sacraliser, ils ont le droit. On ne peut pas les empêcher. De même que les Anglais ont le droit d'être fascinés par la langue française. Ils ont le droit même de lui emprunter des milliers et des milliers de mots. Ils ont le droit. Est-ce que pour autant ils se prétendent français? Est-ce que pour autant ils se prétendent juifs? Est-ce que parce que je vais vers l'autre, je deviens l'autre? Simplement parce que je l'aime, parce que je suis attiré par lui, parce que je veux assimiler, intégrer, épouser ses valeurs, est-ce que je deviens pour autant l'autre? Je crois qu'il ne faut pas exagérer. Et là, il y a un problème qui est un problème de modèle. Vraiment, notre société ne comporte pas de modèle cohérent sur ce sujet. On en reste à un modèle ancien qui est insuffisant et qui même par certains côtés pourrait être considéré comme obsolète. Et il est urgent de proposer de nouveaux modèles qui correspondent mieux à la réalité sociologique et historique. Donc là, on nous inflige un modèle dont on ne sait pas très bien d'où il sort, on ne sait pas très bien de quand il date, et qu'on veut nous imposer en disant, voilà, vous n'avez pas le choix, mathématiquement, en quelque sorte, automatiquement, voilà, les choses sont comme elles doivent être comme ça, et il n'y a rien à dire, et il n'y a rien à changer. Je ne suis pas d'accord sur cette façon de faire, bien que je reconnaisse tout à fait le droit à ces populations immigrées de vivre en France. Ça ne pose pas de problème majeur. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est positif. C'est positif, c'est toute la question du regard de l'autre. Il est intéressant que des populations différentes se regardent mutuellement et s'éclairent mutuellement. Ça apporte de la lumière à tout le monde. Mais pour s'éclairer mutuellement, il faut justement qu'elles soient différentes. Donc, nous allons probablement en direction d'une certaine forme de dualité au sein de la société française, mais à mon avis au sein de la plus grande part des sociétés. Même si on prend le cas de ce qui se passe en Israël et en Palestine, on a des situations qui sont assez proches. Mais alors là, c'est encore plus compliqué. Parce que qui est fasciné par qui? Est-ce que ce sont les Palestiniens qui sont fascinés? Est-ce que ce sont les Palestiniens qui sont les immigrés, d'abord? Non, ce ne sont pas les immigrés. Les immigrés, ce sont les Juifs, en l'occurrence. Et ce sont des Juifs qui sont amoureux de la terre de Palestine et qui veulent se l'approprier pour des raisons historiques. Mais, de cette façon, il y a un phénomène de fascination. Mais il y a une fascination aussi de la part des musulmans par rapport à Jérusalem. Il est évident que si Jérusalem n'avait pas la place qu'elle a dans la Bible, les musulmans s'en foutraient totalement de Jérusalem.
Donc, il y a bien là une fascination, et la revendication de Jérusalem, elle est quand même quelque part un peu étrange. Voyez-vous. Donc il y a un chassé-croisé comme ça de fascination réciproque qui est assez infernal, n'est-ce pas? Et on pourrait multiplier à l'infini les exemples de ce genre. Donc je conclurai en disant, le XXIe siècle doit penser, doit formaliser, doit problématiser cette dualité celui qui fascine, celui qui est fasciné, celui qui attire, celui qui est attiré, et en aucun cas n'affirmer une identité, c'est-à-dire une égalité. Ou s'il y a égalité, elle est une égalité sur le plan d'un certain nombre de droits, de droits associés à cela. Enfin, ce n'est pas une égalité qui suppose toute forme d'identité. Donc il y a effectivement le fait de participer à une même société crée des éléments d'égalité, ou plus exactement, crée des éléments en commun. Je préfère parler de choses qui sont en commun que des choses qui sont égales, des choses qui sont à partager entre tous, et des choses qui sont à partager entre tous au sein d'une société, quelle que soit sa diversité. Mais par-delà la question du partage entre tous, il y a des choses qui sont radicalement différentes. Et il n'est pas souhaitable, mais c'est vrai que d'une certaine manière, ce discours sur les immigrés, sur la double nature, la déchéance, etc., il renvoie aussi au discours sur le masculin et le féminin. C'est aussi la même chose, mais on n'en sort pas, c'est une nébuleuse de problèmes. Pas les femmes qui parlent d'égalité, on sait bien que les femmes ne sont pas les hommes, pour toutes sortes de raisons. Donc, on joue sur les mots, on parle d'égalité, de droit, mais en réalité, il s'agit simplement de partager un même espace, et donc par là même d'avoir des droits sur cet espace, et sur les avantages que propose cet espace. Ça ne veut pas dire qu'on est égaux, c'est simplement qu'on partage quelque chose. On a quelque chose en commun. Pas parce qu'on a quelque chose en commun qu'on est égaux. Donc là, on joue sur les mots, encore une fois. Donc, voyez-vous, il y a toute cette espèce de problématique, les hommes et les femmes, les juifs et les chrétiens, les anglais et les français, les touristes qui viennent à Paris, est-ce qu'ils se prennent pour des Français, etc., sous prétexte qu'ils aiment Paris, et qu'ils veulent Paris, et qu'ils croient en Paris, ou qu'ils croient en la France. On a l'impression que parce que les gens croient en vous, vous leur appartenez, et qu'ils sont comme vous. C'est délirant.